Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce vendredi 15 novembre 2019. Madame, Monsieur, on parle ce matin de ce double scrutin municipal et législatif avec le directeur général des impôts qui a mis lui aussi sa contribution dans ce qu'on se dit depuis le début de semaine, depuis lundi, quant à la composition des pièces du dossier pour les candidats à ces scrutins-là. On va clairement le dire. Le directeur général des impôts estime clairement et le dit clairement sur une simple demande, les candidats peuvent recevoir le document, la pièce attestation de non-redevance et pas autre chose. Rappelez-vous que hier sur ce plateau, nous étions à vous dire que de nombreux services réclamaient de nombreuses pièces justificatives pour délivrer cette attestation de non-redevance. Eh bien, le DG des impôts a sifflé la fin de la récréation. Il ne faut qu'une simple demande timbrée et vous aurez cette attestation de non-redevance qui est la pièce conforme pour ceux qui souhaitent être candidats. Donc, madame, monsieur, nous continuons à porter la voix pour que les choses se passent comme il le faut pour ce processus électoral qui devra mener, comme vous le savez, le 9 février 2020 aux élections municipales et législatives. Alors, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à Cabral Libi Lingué, arrivé 3e lors des élections présidentielles. Il a déclaré, je cite, « Je serai candidat à la députation, mais la vraie fraude a commencé. » Il faut préciser qu'il sera candidat dans l'Union Ekele. Comment comprendre qu'on parle de candidat à la présidentielle, à la députation? Telle peut être la question qu'on a appelé à se poser. Ne serait-il pas temps de voir parmi ces généraux ceux qu'il fallait récompenser? Peut-on vouloir une chose et son contraire? J'ai du mal à comprendre. Je vous avoue, j'ai du mal à comprendre. Chalamel. Comment est-ce qu'on peut partir de la présidentielle à la députation alors qu'on a des généraux? Monsieur Eric Fopoussi, Cabral Libi a des généraux, il a des lieutenants, il pouvait envoyer ses lieutenants, il a des lieutenants, il a des personnes qui gèrent, qui ont géré les antennes communales, les antennes, il peut les envoyer, monsieur Eric Fopoussi. Sauf que lui, Cabral, il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience. Quand il allait à la présidence, il n'a pas l'expérience. Il faut de l'expérience. Ah, d'accord. Voilà, pour les prochaines séances. C'est toujours bien de se souvenir. Mais c'est pas mauvais. C'est bien. Voilà. Donc, c'est important, évidemment, de le signaler. Il n'est pas le seul qui l'a fait. Dans d'autres pays, on a vu des gens être candidats à l'élection présidentielle et se retrouver candidats à la députation. On ne se lève pas un matin pour être 3e. Je crois qu'il faut affûter ce type d'âme, travailler, contrôler. Donc je pense que s'il a décidé de le faire, on lui tire un coup de chapeau, mais on attendait mieux, monsieur Eric Fopoussi. D'accord. En tout cas, comme quelqu'un disait, il faut évidemment se constituer clairement une expérience politique et c'est ce qu'il est en train de faire. Je trouve que c'est normal. En tout cas, c'est normal de faire ça, d'aller à l'Assemblée nationale et de se frotter à la réalité parlementaire. C'est tout à fait normal. Surtout qu'être député c'est pas non plus quelque chose de bas. Un député, c'est quelqu'un de respectable. Tout autant qu'un président de la République. Monsieur Mbachou. Alors, également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs. On va également signaler que ce matin sur le plateau, nous avons Donald de Brice-Camgan, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs, je suis ravi d'être là une fois de plus sur ce plateau qui m'a un peu manqué. Alors, j'espère être à la hauteur de l'occupant habituel de ce siège, Mbambo Mbengan, une figure intellectuelle que j'ai l'honneur de remplacer ce matin. Je suis honoré. Je voudrais avoir une pensée pour la population de Makulaye. C'est une localité située dans l'arrondissement de Mora, dans le département du Mayo-Sava, dans l'extrême nord. Ces populations qui vivent la guerre contre Boko Haram, en témoigne cette attaque qui a fait 2 morts dans ces localités dans la nuit du 12 au 13 novembre dernier. Nous avons le sentiment qu'on est dans une guerre oubliée.
D'accord, malheureusement oublié, comme vous le dites. Je rappelle que tout récemment, le Premier ministre a pris un décret pour dire que l'extrême nord et le nord-ouest et le sud-ouest étaient désormais des zones économiquement sinistrées du Cameroun, mais on attend toujours le contenu d'un tel décret. Qu'est-ce que cela devait donc impliquer sur ce, il faut rappeler que l'extrême nord, c'est la région la plus peuplée du Cameroun. L'extrême nord qui a 29 députés, hein, c'est intéressant de le dire, c'est le top 1 en termes de représentation de députés à l'Assemblée nationale, 29 députés, donc juste devant le centre qui a 28 députés, donc c'est intéressant. Et après l'Ouest qui en a 25, le top 3 des régions qui ont le plus de députés au Cameroun, l'extrême nord, 29 députés. Alors, on va également signaler que l'extrême nord est la région qui accueille aussi le député président de l'Assemblée nationale, hein, Kavaye Djibril. Donc, c'était aussi important de le signaler. Ce n'est pas une petite région. Malheureusement, on voit très bien que la fille aînée du renouveau est délaissée, abandonnée, comme on le voit actuellement au-delà de la guerre de Boko Haram. Il y a des situations très compliquées qu'il va falloir résoudre là-bas. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Histoire du jour comptée par vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire pleine de rebondissements. Il s'agit de l'histoire de Simplice, qui a vécu quasiment 20 ans en France et qui malheureusement a eu des problèmes de ce côté-là. Donc, il a dû revenir au Cameroun pour 2 ans. Arrivé au Cameroun, un jour, il sort en boîte avec ses cousins. Il rencontre une fille, ça c'était au mois d'avril. Il rencontre une fille avec qui il prend des attaches et de là sort une relation. Une relation, mais au départ de la relation, il a fait savoir à la fille, je viens de France, j'ai eu quelques problèmes. Actuellement, je suis au Cameroun pour me reconstruire, entre guillemets, et je suis légalement mariée de ce côté-là. On verra où est-ce que cette relation pourrait nous mener, mais du moins, commençons. Au mois d'août 2018, la fille lui annonce qu'elle est enceinte. Ça lui a posé un problème parce qu'il fait savoir qu'il n'avait pas d'emploi à ce moment-là. Il a dit à la fille, comment tu fais pour être enceinte alors que tu sais quelle est ma situation? Je n'ai pas d'emploi, c'est un peu compliqué pour moi. Comment est-ce que je vais faire? La fille lui a fait savoir, tu sais, moi, mon premier enfant a 11 ans. J'ai toujours eu des problèmes dans mes précédentes relations parce que je n'arrivais pas à enfanter. Donc cet enfant, c'est le mien. Je n'attends pas grand-chose venant de toi. Il a dit d'accord, sauf qu'il a trouvé un petit job comme directeur d'une boîte de nuit, donc de temps en temps il avait de l'argent et il fait savoir que cette fille vivait chez sa tante et que certaines nuits il squattait là-bas pour économiser, pour ne pas trop payer le taxi. À 8 mois de grossesse environ, la fille lui dit, comme je suis très proche, non, au mois de décembre 2018, le détail important, la fille lui dit, j'ai mon ex qui est au Canada, il arrive au Cameroun pour les fêtes et il aimerait bien qu'on prenne un verre. Je ne sais pas si ça te pose un problème. Simplice lui a dit, non, quand même, c'est ton ex. Après l'amour, ce n'est pas la guerre, vous pouvez vous voir. C'est normal, vous êtes des adultes. Tant que c'est fini, il n'y a pas de problème. Elle est allée, elle a passé la soirée avec son ex et la vie a continué son cours normalement. À 8 mois de grossesse, elle dit à Simplice, bon, il faut que je retourne chez mes parents, que j'aménage un espace pour ne pas accoucher seule. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a mis les moyens qu'il fallait, qu'il pouvait avoir, et elle est partie. Elle a disparu pendant des mois. Il a cherché partout, il s'est rapproché de sa famille, personne ne lui disait rien. Un jour, son cousin lui envoie une photo de l'enfant et lui dit, ta meuf vient d'accoucher et elle est à tel hôpital. Mais ne lui dis pas que je te l'ai dit parce qu'elle m'a interdit de te dire qu'elle avait accouché. Il se déporte du côté de l'hôpital. Il demande à la fille, pourquoi tu ne m'as pas informé? Non, il y a eu des problèmes avec les parents. Tu sais comment ça s'est passé, tu n'étais pas là. Donc ils sont très fâchés, ils ne veulent pas te voir. Quel est le nom de l'enfant? Non, je ne peux pas te dire pour le moment et tout. Donc elle a recommencé, ils ont recommencé une sorte de relation après l'hôpital. Ils sortaient, ils s'amusaient en boîte. Et la tante de la fille vient chez lui un jour. Elle lui dit, Simplice, tu es un bon garçon, je t'apprécie, tu es vraiment simple, tu es bien. Et ce que tu es en train de vivre, moi, ça ne me plaît pas. Je n'étais pas d'accord dès le départ, mais sache que ta copine ne te dit pas quel est le nom de l'enfant, ne veut pas que tu viennes voir l'enfant parce que le Canadien a reconnu cet enfant-là. Elle lui a présenté un acte de naissance avec le Canadien qui a donné le nom au bébé de la fille.
Aujourd'hui, il est très courroucé. Il dit qu'il a subi un préjudice moral et il voudrait que la fille lui restitue tout ce qu'il a dépensé. En espèces, il évalue ça à 160 000 francs, sans parler des médicaments qu'il a achetés. Il a essayé de se plaindre même chez le Canadien, qui n'a pas été très réceptif, mais du moins il dit qu'il a porté plainte contre vol en bande organisée. Il a besoin de conseils parce qu'il dit que sa famille lui demande de laisser tout ça passer, mais lui, il veut son argent. Il se prénomme Simplice, mais il n'y a pas beaucoup de choses de simple dans sa vie. Hein. Ah ouais. Il s'appelle Simplice, mais sa vie n'est pas aussi simple que son prénom. Non, mais c'est comme hier, hein, je le dis parce qu'après avoir estimé que nous sommes dans une dimension, une quatrième dimension, mais il est clair que, je sais pas, lui il veut le beurre, les reins du beurre. Il me semble qu'il est marié en France. Il me semble qu'au départ, il n'était pas d'accord avec cette grossesse. Il me semble là c'est très long. Donc quand vous avez déroulé l'histoire, on voit très bien qu'au final, il a eu ce qu'il a toujours voulu. Il ne voulait pas d'enfant avec cette femme. Il l'a montré, il a démontré, il a fait ce qu'il a fait. Mais ce qui est aussi intéressant de soulever, c'est que ce monsieur, quand même, avec les boîtes de nuit, ça ne pardonne pas. Hein. Je note que il est reparti en boîte de nuit juste après l'accouchement. Je ne sais pas quel âge l'enfant avait pour que cette femme sorte tout de suite en boîte de nuit. Permettez-moi, c'est mon quart d'heure de dénonciation. Parce que oui, il y a des femmes comme ça. Elles accouchent, à peine un mois, elles ont commencé une vie de débauche. Vous les voyez partout. Je ne sais pas si elle va allaiter l'enfant ou pas. C'est ça le problème. Et ça chagrine de voir qu'il y a des femmes qui n'ont plus ce cœur-là, malheureusement. Donc, Dominique Audrey, je commence par vous, comme j'ai commencé hier. Qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette histoire? Ce que je pense, c'est que Simplice a cherché. Il a cherché. On ne construit pas une relation avec une femme simplement par rapport à ses émotions. Oui, vous êtes allé en boîte de nuit. Oui, vous avez rencontré une femme qui vous a plu. Mais est-ce que c'est suffisant pour vous établir avec cette femme-là? Non. Il dit qu'il a eu des problèmes en France. Est-ce qu'il a pris le temps vraiment de se poser au Cameroun, d'essayer de faire une introspection de sa vie, de ses quasiment 18 ans en France, pour savoir ce qui n'a pas marché? Il s'est précipité dans une relation simplement, je dirais, à cause de ses pulsions libidinales, et aujourd'hui, ça lui retombe sous la figure. Comment un homme normalement constitué, qui a dépassé la trentaine, va se plaindre pour une somme de 160 000 francs? Moi, je trouve que c'est réducteur. C'est vraiment réducteur. Peut-être, monsieur Mbachou, mais ce n'est que 160 000 francs. C'est un peu comme si vous allez dire que toutes les femmes avec lesquelles vous êtes sortis, à qui vous avez fait des cadeaux, vous allez récupérer tout ce que vous leur avez offert. Ce n'est que 160 000 francs. Et il dit qu'il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas le nom, il ne veut rien. Il veut juste l'argent. Si elle vous remet cet argent-là, qu'en ferez-vous? Ça va finir encore en boîte? Dans de l'alcool, ou bien vous allez investir sur une autre fille? Je crois que Simplice a besoin d'un peu plus de maturité. Les choses, pour moi, le matériel n'a pas d'importance. À un moment, il faut passer au-delà, au-dessus de certaines choses. Et maintenant, la fille, moi je vois une fille qui avait des ambitions. Je ne suis pas de ceux qui font des amitiés avec les ex après. Je ne pourrais pas concevoir d'être dans une relation avec quelqu'un et que la personne me dise je vais aller prendre un verre avec mon ex. Pourquoi? De quoi est-ce que vous allez parler? Vous allez vous remémorer tout ce que vous avez fait, les bons moments, les soirées endiablées, tout ce que vous avez fait de bon. Et on sait tous que qui a bu boira, parce que le diable est dans les détails. Ce genre de détails-là, lorsqu'on s'en souvient, généralement, ça nous conduit après. On va se dire, et c'est ce qui est arrivé. Bon, ça dépend de comment on se sépare. Hein. Il y a un qui se sépare avec beaucoup de problèmes. Aussi. Oui, mais on sait que les hommes sont très forts pour dire non, tout ça s'est passé, laisse, viens, c'est juste un verre, non? Est-ce que c'est parce que on s'est séparés comme ça qu'on peut plus se parler? Non, l'amitié après l'amour, vraiment, ça n'a pas de place. Si on n'est pas ensemble, si on n'est plus ensemble, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je dis aux gens, lorsque vous êtes tentés
de retourner avec vos ex. Souvenez-vous de pourquoi vous vous êtes séparés. Et c'est suffisant pour que vous ne remettiez plus ça. Donc, quelqu'un a une fois utilisé une image qui me paraît tout à fait... bon, c'est vrai que parfois c'est caricatural, qui disait que retourner avec son ex, c'est comme voilà, ravaler son vomi, c'est comme manger son vomi. C'est-à-dire justement, dit comme ça fait très peur. Personne ne voudrait justement revenir avec son ex parce que c'est son vomi. C'est-à-dire que vous avez vomi et vous reprenez pour manger votre vomi. Non, mais après, il y a des relations, on se sépare parfois pour un petit temps, pour des raisons et pour d'autres, et finalement, on se rend compte que non, finalement, c'est une erreur de se séparer. On se retrouve, enfin, on s'est séparé pour mieux se retrouver. Mais le plus grave, Monsieur Fopoussi, c'est que vous reprenez même avec votre ex et vous avez des rapports non protégés. Donc, il suffit qu'il soit venu en décembre, que vous l'ayez fait, et après, il repart, il vous laisse enceinte. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était de l'autre côté? Non, mais... Aujourd'hui, les gens n'ont même pas peur l'enfant, c'est l'enfant malade. de l'ex ou l'enfant de on n'en sait rien. Si l'ex a fini par croire que c'est son enfant, parce que le détail, c'est qu'il dit que la grossesse, ça fait 11 mois. Si l'ex a fini par croire... Une grossesse de 11 mois Si l'ex a fini par croire que c'était son enfant, ça veut dire qu'ils ont eu des rapports sexuels non protégés. Comment est-ce que vous n'êtes pas avec un homme dans la même ville, dans le même pays, vous avez des rapports non protégés? Qu'est-ce qui vous garantit que cette personne est saine? Ah, il est canadien. Alors... Ok. Il est canadien. Ça suffit. Ça suffit pour beaucoup de femmes, malheureusement. Je veux dire, c'est terrible. Alors, Karine, qu'est-ce que vous dites? À malin et demi. Il a été attrapé par son piège. Quand vous venez vers une femme et vous lui dites que j'ai une autre femme, voyons où ça va nous mener. C'est clair que c'est une relation libre. C'est clair que c'est une relation libre. C'est quoi une relation libre? Une relation dans laquelle il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de promesse. On ne se promet rien. Pas de mariage, pas d'engagement, pas d'enfant. Donc si ça arrive, on prend. Si ça n'arrive pas, on laisse. C'est ça, leur relation. Qui ne nous embrouille pas dans ce contexte-là parce qu'aujourd'hui, il a vu que l'enfant qu'il pensait être le sien n'est pas le sien. Il a été pris dans son propre piège. Vous dites à une femme que, vraiment, pourquoi tu tombes enceinte maintenant, je ne voulais pas d'enfant. Maintenant qu'elle dit que l'enfant n'est pas le vôtre, vous voulez l'argent. Combien? Ça achète l'enfant? Parce que moi, je me dis que l'enfant est le sien. Mais justement, à cause de son attitude d'irresponsable, parce qu'il pense que donner l'argent pour les médicaments, donner l'argent pour je sais pas, les frais d'hôpitaux et autres là, c'est ça être responsable. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un homme qui vous dit clairement que pourquoi est-ce que tu es tombé enceinte maintenant? Je ne voulais pas d'enfant maintenant. Mais vous saviez quand même que quand vous entreteniez des rapports, c'était sans protection. Vous ne vous attendez à rien d'autre. Vous pensez que quand ça va entrer, elle va enlever avant de venir vous dire qu'il y avait l'enfant, j'ai enlevé? Parce qu'il faut bien qu'il se pose des questions. Nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Il est dans son propre malheur. C'est lui qui a creusé sa tombe. Cette fille n'est jamais restée, aller vers lui dire que vraiment je veux être avec toi. Non, c'est lui qui est venu vers elle et elle a accepté. Parce qu'elle savait que dans cette relation, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est une relation libre. Quand une personne vient vers vous et vous dit, vraiment j'ai une autre femme ailleurs, on peut commencer une relation, mais je ne te promets rien. Parce que dans l'histoire, c'est comme ça que ça se comprend. C'est-à-dire que... Mais comment on fait pour accepter ce genre de relation? Non, il y a rien qui accepte. Il y a des gens qui acceptent. Soit parce qu'en évoluant, la femme peut finir par convaincre le gars de rester même finalement au pays s'il trouvait mieux. Il y a des relations comme ça. Ou il y a des relations où la femme dit que, ok, je reste parce que je ne veux pas être seule, le temps de trouver une bonne personne. Il y a des gens qui acceptent. Je ne veux pas dire que c'est bien ou pas bien, je ne veux pas juger ça, mais il y a des gens qui le font. Et eux qui viennent de l'étranger, là, ils le savent mieux que nous. Vraiment, ils le savent mieux que nous. Lui, en arrivant ici, il était comme défoulé, déchaîné. Il fallait qu'il se reconstruise une vie amoureuse ici avec une malheureuse. Finalement, c'est lui le malheureux. Parce qu'il n'a ni enfant, ni son argent. Combien même? Ça peut acheter un terrain. Oui. Ça peut acheter la tête d'un enfant. Oui, il y a des terrains ça achète un enfant. Il y a des terrains de Qu'ils comprennent maintenant qu'il a vendu son enfant et on lui a donné cet argent. Qu'ils comprennent ça comme ça. Et on va lui le donner. Parce qu'il a vendu son enfant. Une femme vous dit que je suis enceinte de vous. Et maintenant, vous venez ici là nous compter qu'elle me rembourse l'argent. Il ne se bat pas pour récupérer son enfant. Il ne se bat pas pour savoir si c'est véritablement son enfant. Parce que pour quelqu'un,
Monsieur Foupoussi. Comment on se bat pour non, on se bat pour son enfant. Il a vécu à l'étranger, il sait comment on fait. Il a été ADN et tout et tout. Au départ, elle a dit que c'était son enfant à lui. Il peut prouver. Il a dépensé, il a des frais. Il a dépensé. Comment est-ce que subitement, après l'accouchement, ce n'est plus son enfant? Il se bat pour ça, pour son enfant. Qu'il arrête de se battre pour 160 000. Oui, mais c'est pourquoi il a porté plainte pour... Oui, pour escroquerie. Il me semble qu'au cours du procès, si la fille est bonne avocat, elle va prouver, elle qui va me dire que c'est son enfant finalement. Voilà. Donc pour dire que moi je me dis, son problème doit être récupérer son enfant, pas récupérer l'argent. Parce que ce qu'il va dépenser pour le procès va dépasser l'argent qu'il a dépensé sur cette fille. Bon, en tout cas, Donald Brice, est-ce que vous comprenez la démarche de Simplice? Oui, moi je comprends. D'abord, Simplice est marié en France, donc je suppose que lorsqu'il a entrepris cette relation, il n'y avait pas quelque chose de fondamentalement sérieux. Au fond, c'était pour s'amuser. Bon, maintenant, la fille lui a dit qu'il y avait un enfant qui était le sien. Il se trouve, si je m'en tiens au déroulé qui a été fait de l'histoire, que cet enfant manifestement appartient aux Canadiens, entre guillemets. Je pense également que cette fille, c'est vrai, Karine dit 160 000, c'est rien, je suis d'accord, mais si on prend la chose de cette façon, on déroule le tapis rouge à ces filles, j'espère qu'elles ne sont pas nombreuses, parasites, je préfère les désigner ainsi, qui pensent que la vie... Qui attribuent les grossesses à des oui, pour se faire des sous, qui pensent que la vie est facile parce qu'après on dira que 160 000 c'est quoi? Parce que ça vient des poches d'un homme. Il faut arrêter ça. Non, je veux dire qu'il y a des filles qui ont justement cette facilité à faire dépenser les hommes, à les escroquer. Et là, je suis ravi de voir qu'il a porté plainte pour escroquerie en bande. C'est très bien dit. Parce que ça, c'est de l'escroquerie. Et il me semble que les compatriotes immigrés de retour au pays sont les proies ciblées, privilégiées de ce type de filles. Surtout en cette période de fin d'année où ils reviennent au pays. Non, il faut arrêter cette attitude irresponsable et je pense que si Simplice ne va pas jusqu'à rentrer dans les fonds qu'il a dépensés pour la layette et tout ce qu'il a pu dépenser, il faut au moins créer des ennuis à cette fille pour qu'elle comprenne que cette attitude irresponsable n'est pas une chose à encourager. D'accord, très bien. Chalamel, vous avez 5 minutes. Hein. 5. autant s'entendre au départ. Non, 5 minutes. Monsieur Eric Foupoussi, l'enfant n'est ni celui de Simplice ni du Canadien. C'est aucun des deux. Derrière chaque femme de nuit, il y a un marabout. Il y a un rêve, des plans et des projections. Celui qui se débrouille la nuit s'embrouille le jour, et celui qui se débrouille le jour s'embrouille la nuit. Monsieur Eric Foupoussi, il est entré dans un monde trop vieux pour lui. Cette fille est une habituée de la nuit. Les rencontres qui se font entre 0 et 6 heures, c'est des mauvaises rencontres. Il n'y a pas d'amour. Toutes les rencontres qui se font entre 0 et 6 heures, monsieur Eric Foupoussi, minuit et 6 heures, vous perdez votre temps. Il n'y a rien de sérieux, rien de concret. Voilà un gars qui va en boîte. Il est, comment on va dire, monsieur Eric Foupoussi, il est frappé par la beauté. Voilà le premier point. Il est frappé par la beauté de cette jeune fille. Elle est belle, elle danse bien. Mais il oublie quelque chose, que les filles de la nuit ressemblent au clignotant, monsieur Eric Foupoussi, très visible la nuit et dilué par la lumière du jour. Donc, il tombe amoureux. Ils passent la soirée, certainement, ils ont procédé à une élévation interféciaire, monsieur Eric Foupoussi. Ils se sont dilatés, ils ont dilué le vin qu'ils ont consommé. Deuxième atout, monsieur Eric Foupoussi, il avait besoin d'une Sharon Stone. Il avait besoin d'une Sharon Stone, une fille qui s'y connaissait. Ici, le reste, c'est pour deux choses, elle était belle et elle savait faire. Parce que c'est ça aussi, les gens qui viennent de l'autre côté. Ils ont besoin d'avoir des filles qui puissent le donner. Donc, il s'est livré dans la relation en disant la vérité au moins à la fille.
Il a dit la vérité. Contrairement à ce que Kabila voulait nous faire savoir, il a dit la vérité. Je suis marié. J'ai une relation. Mais on ne sait jamais. Je suis fait de chair. Essayons de voir là où ça va nous mener. La fille dans sa tête, elle avait des plans. La fille dans sa tête avait des projections. Elle avait un rêve, M. Eric Fopoussi. Les filles qui vont en boîte de nuit cherchent 3 types de personnes. Les personnes qui dépensent. C'est-à-dire, elles cherchent à ne pas être assises très loin. Des gens qui commandent le champagne, des gens qui commandent des whisky de 18 ans, M. Eric Fopoussi. Elle ne veut pas trop s'éloigner de ce type de personnes. Les gens qui commandent un certain type de boisson, M. Eric Fopoussi, des claqueurs, c'est le premier point. Elles ne veulent pas s'éloigner, M. Eric Fopoussi, des hommes esselés. Il y a des hommes qui, la nuit, parce qu'il a demandé à sa femme de lui gratter le dos, elle a refusé de gratter le dos. Le gars entre, il sort de la maison Kouroussi, il va en boîte. Oui, il y en a plein qui vont se défouler dans les snack bars. Et ces gars ont une attitude quand ils entrent au snack bar. Moi-même qui suis un homme, je reconnais un homme qui a des problèmes chez lui. Ils ont des attitudes. Ces filles ne s'éloignent pas de ce genre de gars. Parce que c'est des gars qui sont porteurs le soir. Lorsqu'un gars sort comme ça, là, il a envie de dépenser, M. Eric Fopoussi. Et ces filles ne s'éloignent jamais de ce style de gars. Et enfin, les benguistes. Les filles sont à la traque des benguistes. Quand elles vont avoir... Ça, c'est la période, M. Eric Fopoussi, où les filles en Kouloulou, vous allez en Kouloulou, marché central, les filles payent les vêtements, elles ne lésignent pas, M. Eric Fopoussi. Vous avez des jeunes filles qui vont payer les vêtements de 300, 400 000. Elles vont payer, oui, M. Eric Fopoussi. Parce que lorsqu'elle va arriver là-bas, elle aussi va jouer à la benguiste, elle sera sapée, 2 clignotants, pap, le gars tombe dans les... Et c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà les jeux que les filles font la nuit, M. Eric Fopoussi. Donc il est tombé, lui aussi voulait vivre. Il veut maintenir le même standing de vie qu'il avait de l'autre côté. Il se livre à cette fille, erreur fatale, la fille l'a embobiné et il s'est retrouvé dans ceci. Je lui dirais, 160 000 c'est de l'argent, M. Eric Fopoussi. Qu'on ne lésine pas, oui. On peut poser le principe qu'il a couché avec la fille, il a passé le bon temps et tout cela, on peut balancer. Mais non, l'intention du départ, c'était l'escroquerie, M. Eric Fopoussi. C'est pour ça que j'estime que cette fille doit rembourser à ce garçon. Rembourser sérieusement à ce garçon parce que la tante, en venant lui dire, elle n'a fait que lui dire une partie de la vérité, elle ne lui a pas dit toute la vérité. D'accord. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, messieurs, ce qui nous permet tout de suite de faire avec vous la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la prise en charge des personnes handicapées dans ce pays. Comment comprendre que les personnes handicapées, les personnes âgées, soient délaissées pour compte, méprisées et pas soignées du tout? Aujourd'hui, c'est un malheur d'avoir dans sa famille des personnes âgées. Au dernier recensement général de la population, l'on a dénombré 433 754 personnes âgées, dont 324 927 hommes et 108 827 femmes. Sans couverture sociale, aucune assurance maladie, encore moins de pension vieillesse. Certaines personnes du 3e âge du Cameroun sont logées à de très mauvaises enseignes. Vidéo oblige. Des femmes abandonnées, des parents abandonnés, ignorés, exclus. Les personnes âgées en milieu rural ne bénéficient plus du respect qui leur était dû traditionnellement. Ils sont de plus en plus délaissés par les jeunes qui préfèrent la ville. Vidéo oblige. Savez-vous qu'en 23 ans, soit en l'espace de 2 décennies environ, le nombre de personnes âgées est multiplié par au moins 2,5 tant chez les hommes que chez les femmes? Comment comprendre que certains enfants se retrouvent à abandonner leurs parents? Honte à vous. Les vieillards de plus de 60 ans, tous sexes confondus,
sont abandonnés par les membres proches des familles en longueur de journée, sans nourriture, sans soins, quand ceux-ci sont malades. Comment comprendre que la vieillesse, qui a toujours été considérée comme une grâce, soit devenue en un temps record le monde aux adjectifs péjoratifs avec comme toile de fond la sorcellerie? Dans quelles conditions vieillit-on dans ce pays? Comment comprendre que le gouvernement n'a jamais pensé mettre en place des structures d'encadrement? Comment comprendre que certaines familles abandonnent leurs personnes âgées, malgré le fait qu'elles représentent 11% de la population totale? Les personnes du troisième âge continuent de constituer une catégorie vulnérable de personnes. Comment comprendre que les personnes du troisième âge font face à l'isolement social, doublé d'une précarité économique? La majorité d'entre elles ne bénéficient d'aucune pension retraite et pour les plus chanceux, celle-ci est assez dérisoire pour leur permettre de vivre décemment. Vidéo oblige. Comment comprendre que la majeure partie des personnes âgées n'ont pas d'autre choix que de verser dans la mendicité? Savez-vous que la plupart des personnes âgées prennent leur retraite sans être propriétaires de logements ou sont propriétaires de logements précaires et insalubres? Savez-vous que les aménagements pour les personnes du troisième âge au Cameroun sont quasi inexistants? Les maisons de retraite et la prise en charge de cette tranche de la population dans les hôpitaux est une utopie, vraiment. Pourtant, selon les statistiques des Nations Unies, la proportion de plus de 60 ans augmente plus vite que n'importe quelle autre tranche. Commençons par le sommet. Il est parmi les plus vieux, âgé aujourd'hui de plus de 80 ans. Un autre vieillard qui n'est pas du tout à plaindre. C'est bel et bien lui, oui. Il faut le dire aujourd'hui que les vieux ne pensent pas se reposer. La jeunesse est au chômage pendant que les vieux sont actifs. Prenons le cas depuis le Sénat. Passons par la délégation générale à la sûreté nationale. Faisons autour au sommet de l'Assemblée nationale. Et terminons avec Delphine Tchanga. Elle a certes tout, mais devrait se reposer sincèrement. Voilà des personnes âgées qui subissent de la maltraitance de la part de ce gouvernement qui dit l'aimer. Comment comprendre? Pour prendre le cas de ces vieux, pour prendre le cas de Delphine Tchanga, qu'elle soit encore là, à se pavaner dans un secteur aussi névralgique qu'est l'Action Cameroun, sur une chaise roulante, alors qu'elle devrait se reposer. Nous sommes entrés dans la période des élections. Aura-t-elle assez de niaque, de cran pour être debout, de 6h à 23h59? Tout cela pour de perdièmes. Comment comprendre qu'il n'existe pas un seul dispositif spécial au sein même de son parti pour la remplacer? Vraiment, pour une personne de cet âge, on n'a pas besoin d'être utilisé, on doit se reposer. Si au Cameroun, certaines personnes âgées sont négligées, abandonnées, délaissées, il n'en demeure pas moins que d'autres sont plutôt bien loin d'être à plaindre. Ils sont entre postes de haute responsabilité, évacuation sanitaire, prise en charge, nutrition, tout cela aux frais de l'État. Tandis que ceux-mêmes qui ont besoin, ceux-mêmes qui devraient nécessiter l'avoir, ils sont là à glaner, à souffrir dans les maisons, au lieu d'avoir ou d'être admis dans les maisons de retraite, comme les crèches chez les plus petits. Ils sont négligés, attendant une seule chose, la mort. Pourtant, eux, ils auront servi quand même à quelque chose dans cette nation. Alors, c'est intéressant la colère de ce matin parce que ça nous permet de revenir sur des thématiques qui ont été abordées au cours de cette semaine. Puisqu'on parle de politique aussi, on va évoquer le plan social et économique pour ces personnes âgées. Mais je voudrais quand même dire quelque chose d'assez intéressant parce que j'ai entendu des gens répondre, et ces gens-là ont raison de répondre comme ça, de répondre à toutes les attaques qui ont été perpétrées ou bien menées contre le président de la République lors de son passage en France. Beaucoup ont tensé l'âge du président. Moi, ça m'a semblé tout à fait indécent
que de faire ça, parce qu'après, il faut toujours tenir compte de l'âge de certaines personnes. Il y a des personnes, il y a à atteindre l'âge que le président a aujourd'hui, c'est respectable. Il y a beaucoup de gens qui n'arriveront pas à cet âge-là. Donc, attaquer un chef de l'État en politique sur cet angle-là me semble pour le coup indécent. D'ailleurs, ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris comment les choses se passent. Et c'est dommage. Donc, c'est aussi ça, le respect dû aux personnes âgées, aux personnes du troisième âge. C'est aussi respecter leur vécu. Et sur le plan politique, on voit très bien que ça ne l'est pas, malheureusement. Il y a des batailles politiciennes qui sont faites et qui enlèvent l'honorabilité à ces personnes-là. Au plan social, on va bien voir qu'il y a, et vous l'avez dit, un contraste entre ceux qui sont aux affaires et le petit peuple des personnes abandonnées, qui n'ont pas les moyens de bien vieillir, qui vieillissent très mal, avec les maladies qu'on connaît, avec l'indigence qu'on connaît. On sait aussi la modicité de l'argent reçu au titre des pensions de retraite. Donc, on peut bien voir qu'il y a un véritable abandon, il y a un véritable problème sur le plan social. Donc, lequel problème au plan social est reversé au plan économique pour bien voir que ces personnes-là, malheureusement, ne sont pas considérées ou ne sont pas intégrées dans les dynamiques de société que le Cameroun souhaite construire. Alors, je commence par vous, Donald Brice Kamgan. Quelle est votre lecture de la situation des personnes âgées au Cameroun? Alors, lorsque Chalamel a évoqué ce sujet ce matin, une image m'est revenue en tête, c'est celle de ces ex-employés des entreprises publiques et parapubliques qui manifestent constamment à Yaoundé pour réclamer leurs indemnités et qui, le plus souvent, sont violentés par les forces de maintien de l'ordre alors qu'ils sont pleinement dans leurs droits. Première chose. Deuxième chose, si vous observez la société camerounaise, nous parlons aujourd'hui de la déliquescence de nos valeurs culturelles. Les dépositaires des valeurs culturelles, effectivement, ce sont les personnes âgées qui détiennent ce patrimoine qui devrait être transféré de génération en génération. Il y a une diplomatie culturelle. Les États les plus forts du monde, parmi les États les plus forts, la majorité d'entre eux, en tout cas, la Chine, la Russie, sont des États, la France, sont des États qui ont un arsenal culturel solide. Il y a une diplomatie même culturelle dans les relations internationales. Ce sont des États qui ont investi et qui tiennent de façon viscérale quasiment à leur valeur culturelle. Troisième élément, ce matin, je pense qu'il faut également faire le distinguo entre ces personnes âgées qui ont servi la République d'une façon ou d'une autre, à quelque niveau que ce soit de l'échelon social, et également une catégorie de personnes âgées qui, ma foi, n'est pas vue d'un bon œil par la classe moyenne et par la jeunesse. Il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que nous sommes quand même dans un état où la moyenne des principaux dirigeants, la moyenne d'âge des principaux dirigeants autour de 70 ans, Assemblée nationale, Sénat, président de la République, présidence du Conseil économique et social. Ça également, c'est un problème. Il y a comme un conflit de génération. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? À dire ça, on serait tenté de penser que les personnes du troisième âge sont très bien traitées au Cameroun parce que occupant encore des fonctions gracieusement rémunérées par le contribuable. Mais sauf que c'est une petite minorité qui pourrait cacher la forêt des souffrances et des illusions que subissent d'autres vieux. Vous avez commencé par signaler les employés des sociétés d'État qui sont parfois violentés parce que réclamant des indemnités. Oui, je vois les choses de façon inverse. Oui. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est une sorte de violence également à l'endroit de ces personnes qui sont maintenues là après un certain nombre d'années. Je veux dire que logiquement, si on a servi la République de façon efficace, de façon satisfaisante, après 10-15 ans, on ne devrait plus être à la fonction qu'on occupe. On devrait avoir formé d'autres générations de jeunes qui prendront logiquement le relais. C'est pour ça que si vous célébrez les exploits d'un haut responsable qui a passé 10, 15, 30 ans à une même fonction, il est tout à fait paradoxal
Pourquoi? Parce que après 10 ans, si tu n'as pas pu former quelqu'un qui puisse prendre le relais, en management, ça s'appelle la délégation de pouvoir. Si tu n'as pas pu former quelqu'un de telle sorte que le jour où tu es absent, qu'il prenne logiquement le relais, ça signifie qu'on est logiquement en droit de s'interroger sur tes compétences. Sauf qu'après, je cherche à comprendre la relation qu'il y a avec la dimension que vous convoquez ce matin. Ça veut dire que si on veut bien comprendre, on est dans un contexte où nous avons des personnes qui restent aux affaires à un âge très avancé et que si ces personnes-là avaient passé la main, peut-être que les jeunes arrivés aux affaires auraient mieux porté les valeurs et auraient mieux porté les projets d'amélioration des conditions de vie de tous les vieux. Oui. Que les vieux eux-mêmes pour les autres vieux. Je veux dire qu'à un moment donné, pour que ça ait un impact sur la situation des personnes âgées, les personnes du troisième âge au Cameroun. Et il y a un élément fondamental qui est revenu dans la chronique de Charles Hamel, c'est la notion de respect. On a coutume de dire que le respect se mérite également. C'est-à-dire que si vous interrogez un bon nombre de jeunes de la classe d'âge moyenne, ils vous diront qu'ils n'ont pas de respect pour ceux qui symbolisent la gérontocratie, qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui pour eux représentent l'obstacle à l'accès à l'emploi, à l'eau, à l'électricité, et qui ont montré leurs limites depuis qu'ils sont là. Je veux dire que si vous voulez être respecté, comportez-vous également de façon à être respecté pour ces jeunes-là, cette catégorie de jeunes, de personnes âgées qui sont certes minoritaires, mais qui occupent des postes clés au sein de l'appareil de l'État. Oui, mais est-ce que vous avez le sentiment que l'État protège suffisamment les personnes âgées? La réponse est claire. Si vous avez suivi le déroulé de Charles Hamel tout à l'heure, que ce soit ceux qui sont dans le public et qui ont servi à des niveaux de responsabilité élevés que dans le privé, si on prend seulement l'aspect de la gestion des pensions retraites, vous allez voir que les procédures sont généralement très longues. Il y a récemment eu un séminaire à Douala organisé par le ministère des Finances sur cette question. Les procédures sont extrêmement longues. Parfois, vous avez des personnes qui meurent sans avoir touché un seul radis de leur pension retraite. C'est extrêmement scandaleux dans un État comme celui-ci. Oui. C'est également à partir des éléments comme cela qu'on mesure le niveau de respect des droits de l'homme, le niveau d'inclusivité de la société dans laquelle nous évoluons. D'accord. Dominique Audrey, quel est, vous, le regard que vous jetez sur cette situation? Parce que là, commencer par évoquer le plan politique, c'est vrai que, je l'ai dit à l'entame à Donald Brice, c'est que le contexte politique qui veut qu'on ait une jeunesse qui a faim, des jeunes lourds, dents très longs, qui veulent tout de suite prendre la main, faire en sorte que, généralement, lorsqu'on se projette sur la question de la vieillesse au Cameroun, sur la question des personnes âgées, le discours est un peu, on va dire, brouillé par les passions que les uns et les autres ont. Mais il y a une situation qui est claire, c'est que, malheureusement, ce n'est plus comme avant. Il y a un respect dû aux personnes âgées, il y a une protection due à ces personnes-là, il y a un entretien dû à ces personnes-là. Le constat est clair, c'est que ces personnes sont abandonnées. Oui. Ces personnes sont abandonnées. On peut même sortir du contexte politique et retourner même dans nos familles. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a mal calqué le modèle de l'Occident ou de l'étranger. Là-bas, les maisons de retraite ou bien les maisons où on encadre les vieux, c'est tout un travail. Je regardais un reportage sur une chaîne française où une Camerounaise passait le diplôme pour travailler dans une maison de retraite. Là-bas, tout est bien organisé. Pourtant, chez nous, je suis sûre qu'il y a un ministère, M. Bachou, en charge de ça, qui devrait superviser. Mais on a regardé sur les images diffusées, on voit une salle sombre, on voit des vieux draps. Généralement, vous allez, ces personnes-là ne sont pas bien tenues. Moi, je me demande comment est-ce qu'un enfant d'abord fait pour mettre son parent dans une maison de retraite. Quand on sait qu'en Afrique, on est très famille, généralement, les petits-enfants et les enfants restent avec leurs parents. On a juste mal calqué le modèle de l'Occident. En ce qui concerne, si on revient à la politique, ces vieux-là ne peuvent pas avoir le respect des jeunes, malheureusement, parce qu'ils ne brillent pas par l'exemple. On ne peut respecter quelqu'un, même s'il est petit, que par rapport à son attitude, à son comportement. On se serait attendu en tant que jeune que ces personnes-là
démissionnent, par exemple? Est-ce ils ne sont pas contraints de rester là? Ils ont dépassé l'âge, ils ont besoin d'aller se reposer, qu'ils démissionnent. Et là, comme Père Bambok dit généralement, à l'étranger, quand vous allez à la retraite, vous devenez un consultant. Chez nous, ce n'est pas ça. Si je repars à l'étranger, les vieux généralement se convertissent à l'agriculture, au jardinage, ouvrent des restaurants, font d'autres activités, mais sortent de la gestion du pays. Donc aujourd'hui, on a une jeunesse qui n'a pas d'empathie, n'a pas de compassion ou bien n'éprouve rien par rapport à ces vieux-là, si ce n'est de la rancœur. Oui. Karine, c'est à vous. Il y a 11% de la population camerounaise est dans le 3e âge. Donc c'est pour dire que c'est quand même une proportion importante qu'il faut prendre en compte. Et dans cette proportion, on a 2 types de vieux, vraiment. Les vieux qui sont nés et qui ont vite compris que le matricule est le plus important et ils sont entrés de là. Il y a les vieux qui sont nés dans la précarité, qui ont grandi dans la précarité, qui sont vieux même dans la précarité. C'est d'eux qu'on parle ici. Parce que les vieux qui ont travaillé pour l'État du Cameroun à un moment donné, il y en a qui sont rentrés dans la précarité et qui ont rejoint le 2e groupe que j'ai cité tout à l'heure, ceux qui sont nés et ont grandi et vieillissent dans la précarité. Au Cameroun aujourd'hui, vous allez voir que toutes nos campagnes sont remplies de vieux. Ils sont les seuls qui y restent. Que ce soit l'État ou même les familles, on a l'impression qu'on a relégué ces vieux-là à des pratiques vraiment mystiques, occultes. On a l'impression que ce sont des sorciers, des personnes qui font des mauvaises incantations, qui détruisent les gens et tout, et on n'en prend pas soin. Et pourtant, c'est une bibliothèque. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Moi, je l'ai appris. Maintenant, même au sein de nos familles, combien de personnes acceptent même que leurs enfants aujourd'hui puissent rester en vacances avec grand-mère? Combien de personnes? Non, grand-mère ne pourra pas les grandir comme il faut. Non, grand-mère ne pourra pas faire ci. Et pourtant, c'est de ça qu'ils ont besoin. D'apprendre à prendre soin de l'autre. Parce que lorsque vous envoyez vos enfants en vacances chez les grands-parents, c'est eux qui prennent soin d'eux. Et aujourd'hui, dans notre société, ce n'est plus ça. On a l'impression que vraiment, non, je n'ai plus de contact avec eux. Vraiment, j'ai rêvé, je l'ai même d'abord vu. Il ne faut pas que... C'est d'abord désagréable. Dans nos espaces publics aujourd'hui, dans nos services publics aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas d'espace réservé aux personnes âgées. Que ce soit pour monter les escaliers. Ailleurs, il y a des escaliers roulants pour que les personnes âgées puissent monter normalement. Que ce soit même lors des rangs pour ceux qui peuvent recevoir des pensions retraite, on ne leur donne pas souvent la priorité. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se mettent en rang comme tout le monde et ils voient des jeunes devant. Alors que c'est eux qui doivent être les premiers à être servis. Vous voyez les vieux, même dans le taxi, combien de personnes entre nous Camerounais sont déjà sortis d'un taxi pour laisser la place aux vieillards qui attendaient et qui va dans la même direction que vous? Personne. Parce qu'on n'a pas ce souci-là qu'une personne âgée est une bibliothèque et on ne donne pas... Parce que c'est un honneur. C'est une question d'éducation. C'est une question. Je pense que les populations en elles-mêmes ont perdu cette éducation. L'éducation qui dit que les vieillards sont des enfants. Donc les vieillards doivent être traités comme de nouveau-nés. Comme des enfants qui naissent et qui doivent être choyés. Parce que s'il part étant fâché, vous le recevrez sur vous. S'il part étant content, vous recevrez des bénédictions. Moi, je me dis que c'est d'abord social. Maintenant, au niveau gouvernemental, on a des vieillards qui ont grandi, qui ont vieilli, qui n'ont pas de famille, qui sont dans la rue tous les jours, on les voit. Il y a un là au niveau de Dalip qui est là tous les jours. Et lorsqu'il y a les feux rouges qui garent là, il prend l'assiette, il se met à faire la mendicité pour réclamer de l'argent aux personnes qui ont des véhicules. Vous voyez que c'est dégradant pour notre société de retrouver que des personnes qui sont censées être encadrées sont exposées à elles-mêmes sous la pluie, le soleil et la mendicité. Oui, malheureusement, c'est cette situation déplorable que nous relevons ce matin à Chalamel. Je tire un coup de chapeau déjà à nos frères musulmans. Pourquoi? Parce que tous les 12h, 13h, lorsque vous vous baladez, monsieur Rikfopoussi, vous trouverez difficilement un mendiant parce qu'ils vont au niveau des mosquées. On a prévu là-bas quelque chose pour les nourrir. Donc ils peuvent ne pas mourir de famine à ce niveau et d'avoir un peu une petite quête, ce qu'on ne voit pas dans certaines confédérations, dans certaines autres congrégations. Les textes de la République sont clairs. La constitution de ce pays stipule que la nation protège les personnes âgées. C'est dans la constitution, monsieur Rikfopoussi. Le code civil prévoit que les descendants
ont une obligation alimentaire à l'égard des ascendants. C'est prévu, ce n'est pas moi qui le dis. Comment est-ce que la République du Cameroun protège-t-elle ces personnes âgées? Voilà la question, monsieur Eric Fopoussi. Tout à l'heure, Donald Brice a soulevé la question en disant « Mais c'est une guerre entre les jeunes et les vieux. Ne venez pas me parler d'un vieux, monsieur Eric Fopoussi, je vais vous crier dessus. Pourquoi? Parce qu'on les voit ainsi. Les mairies, la députation, les postes ministériels, directeurs, chargés de commission, mission de projet, Sénat, conseil constitutionnel, ce sont eux qui sont assis, monsieur Eric Fopoussi. Comment est-ce que le jeune qui envisage faire cette transition pourra la faire quand il a face à lui un vieillard? Voilà la question qu'il faut se poser. Cette colère qu'il transpose sur les dirigeants, qu'il porte vers les dirigeants, il la transpose vers les siens. Vous entendez dans les maisons dire, oh, par exemple, quand tu avais l'argent, tu as même fait quoi pour nous? Quand tu avais, voilà tes égaux qui sont là-bas. Vous voyez, vous entendez ces expressions, c'est un conflit à la maison. Au lieu que ça soit un moment de soin, ça soit un moment, parce qu'à partir du 3e âge, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas l'argent. On a besoin de l'affection, on a besoin de l'amour. Prenons le cas de Delphine Tianga. Elle a une génération, une descendance, on a ne plus compter, M. Eric Fopoussi. On la voit encore, vous avez vu. Maintenant, ça bouge au niveau de l'élection. Ça bouge dans la différence. Il faut se mouvoir. Est-ce qu'elle aura la force? Ça, c'est de la maltraitance, M. Eric Fopoussi. C'est de la maltraitance. Le gouvernement même qui dit l'aimer ne l'aime pas. C'est de la maltraitance, M. Eric Fopoussi. On ne la protège pas. On l'expose. Combien de fois on a vu ces personnes s'écrouler, ces vieillards s'écrouler lors des cérémonies? Combien de fois on a vu ces vieillards, M. Eric Fopoussi, dormir pendant toute une session? Mais il faut se poser la question, on doit les protéger. On les protège où? Le Cameroun compte combien de maisons de retraite? Restons à l'occidentaliser, monsieur Fopoussi. On a combien de maisons de retraite? Pour permettre à ses parents d'aller se reposer. La mentalité même tellement elle est occidentalisée que les jeunes ne veulent plus recevoir leurs parents. Ils ne veulent plus soigner leurs parents, monsieur Eric Fopoussi. Beaucoup aujourd'hui, à une certaine époque, lorsque vous avez votre maman qui tombait, c'est une voiture qu'on mettait en route pour aller chercher la maman, pour venir la soigner. Aujourd'hui, vous entendez dire, à la voisine là où? Pardon, amène ma mère à l'hôpital, tu me donnes seulement la facture, c'est combien? Regardez le pont. On oublie que ce sont eux qui nous ont portés, ce sont eux qui nous ont bercés, et la faute à qui? Au gouvernement. Regardez en Europe, monsieur Eric Fopoussi, pour chuter. Vous voyez les jeux, les gens qui passent le temps à regarder sur les chaînes étrangères les jeux. Observez bien ceux qui sont assis dans la salle, c'est les vieillards. Regardez tous les jeux que vous regardez dans les chaînes de télévision à l'étranger, c'est des vieillards qui sont assis. C'est des programmes mis en place par le gouvernement pour distraire les vieux. Oui, vous les voyez au Scrabble, même les courses de chevaux. Vous voyez, on met en place des programmes, des matchs pour distraire les vieux, permettre aux vieux de se sentir à l'aise. Les Camerounais qui vont aujourd'hui investir le Canada, qui vont aujourd'hui, le Canada c'est un continent très vieux, monsieur Eric Fopoussi. C'est un vieux continent, il faut déjà le rajeunir. Regardez comment on respecte le vieux. Regardez comment les vieux sont encadrés. Qu'est-ce que la communauté urbaine, elle est faite pour ceux qui ont atteint un certain âge? Parce que ça aussi, monsieur Eric Fopoussi, il faut indexer la communauté urbaine. Qu'est-ce que les mairies font pour accompagner ces vieux, les communes? Et qu'est-ce qu'elles font pour accompagner leurs vieux? Bon, mais la communauté urbaine de Douala, par exemple, généralement organise des cérémonies pour des centenaires. Lorsque avant d'atteindre les centenaires. C'est les chanceux, c'est pas les cérémonies. On fait des toilettes publiques en pleine rue parce qu'on sait que lorsqu'on est âgé, on a du mal à faire des retentions d'urine. D'accord. Par exemple, on commence par là. Vous trouvez que c'est pas suffisant? C'est pas suffisant, monsieur. Ça ne décorer c'est un budget. Les centenaires. Alors, on va, madame, monsieur, s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous dans un court instant. Deuxième partie sur Equinox Télévision. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, du 10-12, le Zénith de ce vendredi 15 novembre 2019. Deuxième partie de cette émission avec vous. Et en deuxième partie, nous démarrons avec la revue des réseaux sociaux. Et c'est Karine Sontia qui s'en occupe. Oui, à vous. On va parler ce matin de 3 partis politiques qui rencontrent d'énormes difficultés quant à la composition de leur dossier de candidature aux municipales prochaines, c'est-à-dire le CRAC, le
le SDF et le MRC à Yaoundé 4. Ces derniers n'arrivent pas, par exemple, à entrer en possession d'une attestation de domicile et plusieurs candidats parmi eux n'arrivent pas aussi à entrer en possession d'un certificat de non-redevance. Ils disent rencontrer d'énormes difficultés au niveau de l'administration. Voilà, ce qui est important, c'est que déjà hier sur ce plateau, nous évoquions ces tracasseries, ces complications, ces difficultés quand les candidats, les différents candidats à ce double scrutin législatif et municipal à constituer les pièces exigées pour leur dossier de candidature. Il faut signaler que dans la foulée de ce que nous disions hier, il faut quand même rappeler et saluer le travail que nous avons fait hier sur ce plateau. On a commencé par le certificat de domicile. On a également évoqué le certificat de non-imposition et le certificat d'imposition. Il faut rappeler que le directeur général des impôts a sorti un communiqué, s'est fendu d'un communiqué pour clairement dire aux gens ce qu'il en est de ce qui se passe. Monsieur Mopa Modeste Fatouang, il a fait un communiqué hier et ce qu'il dit est assez clair. Il dit que depuis 2015, il y a une non-harmonisation entre la réglementation fiscale et le code électoral et la réglementation électorale. Donc, la réglementation fiscale a évolué sans que le code électoral, lui, n'évolue. Et donc, ce que eux ils délivrent là-bas, c'est ce qu'on appelle attestation de non-redevance. Attestation de non-redevance. Ils ne font plus le certificat de non-imposition et d'imposition. Alors, il y a une bonne nuance à faire parce que hier, j'étais au téléphone avec le président de la section du droit 3e, monsieur le président Ateba, qui lui également... De quelle formation politique? Oui, bien sûr. Comment? De quelle formation politique? Du RDPC. Du RDPC. Voilà, on n'est pas précisé le parti. Non, mais c'est pas un piège. Vous me faites là. Alors, du RDPC, le président a débat. Et ce qu'il dit est assez intéressant quand même. Et il signale que la nuance qu'il y a avec le certificat de non-imposition ou d'imposition, c'est que lorsque vous n'étiez pas un contribuable à l'époque, vous aviez ce qu'on appelle le certificat d'indigence. Pour les handicapés, pour beaucoup de gens, il estimait ça. Mais sauf que avec ce changement-là, il y a juste cette attestation de non-redevance. Alors, beaucoup disent que, mais est-ce que une personne qui n'est pas contribuable peut avoir ça? Je dis, mais c'est normal. Si vous n'êtes pas contribuable et que vous allez au service des impôts, vous donnez votre nom. Ils vont taper dans leur fichier. Si vous êtes nulle part, mais ils vous délivrent ça automatiquement. Maintenant, si vous êtes contribuable et que vous avez des aérés des impôts, ils vous demandent d'éponger votre dette et dès que vous le faites, on vous signe votre non-redevance. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui se passe avec le communiqué hier, je rappelle, signé hier 14 novembre, c'est pas depuis, c'est signé hier 14 novembre, c'est que ce qui est nouveau, c'est que le DG des impôts dit que avec une simple demande timbrée, une simple demande, vous écrivez, je veux ça, une simple demande timbrée, on vous donne votre attestation de non-redevance. Alors que vous savez que hier ici, on citait une longue pile de pièces qu'on demandait. Les gens sont malades qui a dit qu'il fallait des taxes, des certificats de taxes foncières, il fallait montrer le plan de localisation, il y avait une série de demandes qu'on faisait. Donc c'est quand même bien que le DG soit sorti. On imagine qu'il sort après justement la signature de ce communiqué conjoint de 3 partis politiques. C'est quand même intéressant de voir que l'opposition à Yaoundé 4, il faut dire que Yaoundé 4 quand même, c'est pour ceux qui connaissent bien Yaoundé, c'est à Ekounou. Et il faut dire que Ekounou, vraiment, c'est un grand enjeu. C'est l'une des communes où l'opposition a beaucoup de chance là-bas avec Yaoundé 6. Donc, on va voir comment ça va se faire. Donald, quel est votre regard par rapport à ça? Je pense que c'est une normalisation qui s'imposait. On a entendu les cris d'orfraie des formations politiques de l'opposition depuis que les dépôts, la constitution et dépôts de candidature ont été ouverts avec la convocation du corps électoral. Beaucoup de formations politiques de l'opposition se plaignent des absences des responsables au sein des mairies et des sous-préfectures, mais également des frais qui sont demandés ici.
des pièces supplémentaires qui sont exigées là. Tout cela, évidemment, freine l'élan de ces formations politiques qui sont tenues par les délais. Il n'y a plus que 10 jours à compter de ce vendredi pour faire ce dépôt d'après la loi. Le temps pressait, effectivement. Vous évoquez tout à l'heure cette alliance de circonstances entre le MRC, le CRAC et le SDF à Yaoundé 4 pour dénoncer ces entraves-là. Évidemment, le directeur général des impôts a fait cette mise au point à l'endroit des centres d'impôts, mais également des candidats à ces différents scrutins. C'est un retour à la normalité électorale qu'on attendait. On attend maintenant de voir sur le terrain. Moi, je pense que si cette décision est salutaire, il faut quand même que, au regard du temps qui est déjà passé, il y a quand même 5 jours qui sont passés, il faut qu'on crée il faut qu'on ait une organisation spécifique. Des dispositions spéciales peuvent être prises, des équipes de veille, une organisation spéciale en tout cas, pour faciliter. C'est la suggestion qui est faite dans le communiqué conjoint voilà. Yaoundé 4. Il faut mettre en place des dispositions pour faciliter la réception, la délivrance des pièces qui sont exigées et leur dépôt dans les délais qui sont extrêmement courts. Bon, maintenant, entre ce que dit le directeur général des impôts est-ce qu'il se pratique après la polémique et ce qui va se passer, on attend bien de voir. Il faut être prudent, il ne faut pas célébrer le communiqué de M. Mopa Fapien qui a un patron qui évolue dans un environnement politique assez complexe. Vous savez que l'engouement, le frémissement qu'il y a à la fois au sein de l'électorat qui est de plus en plus intéressé par les questions électorales et au sein des formations politiques de l'opposition, ce frémissement-là n'est pas forcément une bonne chose pour le parti au pouvoir qui tient à tout prix à maintenir ses acquis sur le plan électoral. Alors, Charles Hamel, sur ces deux éléments qui sont arrivés après que nous ayons hier fait l'émission sur cette tracasserie-là. D'abord, le communiqué et ensuite le communiqué conjoint et ensuite le communiqué du DG des impôts. Monsieur Eric Fopoussi, si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué le Cameroun. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on savait qu'on devait organiser des élections municipales et législatives. Je pense qu'on sait aujourd'hui, les différents acteurs étaient conscients de ce qu'il fallait composer comme pièces pour pouvoir participer à X ou à Y. On a vu Elekam qui s'est levé pour aller faire des prières confiant le Cameroun à Dieu. On a vu à gauche. Vous voyez, dans ce pays, les gens font tout ce qu'ils doivent faire, sauf ce qu'ils devraient en principe faire. C'est ce qui est quand même énervant dans ce pays, monsieur Rifopoussi. Qu'on dise qu'aujourd'hui, il a fallu que le directeur général des impôts sorte, se confonde en sortant ceci. Il faut que les trois comment on appelle, partis politiques s'associent pour faire ça. Mais franchement, monsieur Rifopoussi, j'ai l'impression que c'est de l'enfantillage. On est en train de procéder à l'enfantillage, que c'est subitement en ce moment que les maires disparaissent, que les sous-préfets disent que on a... Non, monsieur Eric Fopoussi, écoutez. Je voulais quand même vous dire quelque chose. Il faut quand même apprécier cette sortie du DG. Je n'apprécie rien. Parce que souvenez-vous, est-ce que vous savez que même au sein du RDPC, il y avait un document qui circulait pour comment dire ça, pour orienter leurs différents candidats. Et dans l'un des documents, il y avait l'obtention du certificat d'imposition. Et qu'est-ce que cette affaire? Ils demandaient à leurs candidats de produire pour les salariés le bulletin de paye le plus récent pour avoir ce certificat d'imposition. Pour les chefs d'entreprise, produire la carte de non-contribuable, la carte du contribuable. Et pour les sans-emploi et locataires, présenter un contrat de bail restreint du candidat pour un local situé à Douala, et puis les propriétaires fonciers justifiés du paiement de la taxe. Donc, vous voyez, monsieur Eric, je vous dis que, je suis en train de vous dire que tout ça là, pour moi c'est du pipeau. Pour moi, c'est du pipeau. On devait mettre à disposition depuis. On devait dire à tous ces candidats, parce que les gars s'attendaient à une prorogation, monsieur Rifopoussi. Les gars tablaient sur une énième prorogation. Les gens ne s'intéressaient pas. Vous savez, c'est quand on dit que, comme on dit quand on donne le kick-off, c'est dès qu'on dit c'est le kick-off que les gens commencent à s'agiter, que les gens commencent à réfléchir.
En principe, les gens devraient être prêts depuis. Le directeur général des impôts devait faire le communiqué dès le même jour qu'on a convoqué le corps en disant voici. Il ne faut pas attendre 5 jours. C'est préjudiciable, monsieur. Il faut pousser à beaucoup de personnes, à beaucoup de candidats. Je peux vous dire qu'il y a certains dont les bras sont déjà tombés, qui se sont découragés. Non, c'est des informations qui devaient être mises à disposition pour tous. Ça veut dire que on a sorti, comme vous parlez tantôt de la loi de 92, je pense que c'est 2012. La même année, on a eu des lois. En 2015, on a un autre qui vient. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas à jour. Ça veut dire que si on fouille les textes et que ce soit des LECAM, ils ne sont pas à jour. Monsieur il faut pousser, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave qu'on se retrouve à jeter des gens comme ça à pâture. Donc j'estime que là, c'est un pipeau tout simplement. C'est fait exprès. Souffrez que je le dise ainsi, c'est fait exprès. Oui. Maintenant qu'il a fait le communiqué, maintenant qu'il a été fait, il reste que ce soit appliqué. Il faudrait maintenant que il reste que LECAM accepte. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Qu'il faut que ça soit appliqué. Je dis la même chose que vous. Il faudrait maintenant que ça soit appliqué, qu'on remodifie les textes. Non, arrêtons un peu ça, monsieur Lefopouzi. C'est trop de jeux dans ce pays. Personne n'est sérieux dans ce pays. On s'amuse. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Parce que nous semblons ne pas comprendre ce qui se passe. Hein. Il se passe que il y a un document qui est exigé dans le code électoral, c'est le certificat d'imposition ou de non-imposition. Il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Certificat d'imposition ou non-imposition. Alors, jusqu'ici, les gens allaient, lorsqu'ils étaient donc salariés, comme je l'ai dit, ou bien propriétaires terriens d'entreprise, avaient des documents qu'ils produisaient, une carte de contribuable et autres. Mais vous avez désormais qu'il y a un seul document qui est produit par les impôts, c'est l'attestation de non-redevance. Donc maintenant, les gens sont un peu dans l'entre-deux. Ils ne savent pas trop bien est-ce qu'on doit prendre ce document-là et le verser au dossier au risque de se faire recaler. Oui, de subir un rejet, parce qu'après, on va vous dire que le code électoral dit qu'il faut un certificat de non-imposition. C'est à l'ECAM, à l'instant que ce document est sorti, il fallait que l'ECAM, c'est pour l'élection de Cameroun, se prononce. Mais puisque l'ECAM va attendre, peut-être les autres, je ne sais pas, il faut attendre encore qu'ils se regroupent, qu'ils essaient de distribuer. Ça peut nous prendre encore 5 autres bons jours. Et on va se retrouver à libérer à moins 5 jours pour que les gars font quoi. C'est pour ça que je dis qu'on s'amuse dans ce pays, monsieur Eric Foucault. Oui, Donald. Ça convoque une autre lecture, parce que vous savez que le débat sur le code électoral, son équité pose problème depuis bon nombre d'années. Il a été certes révisé une, deux fois, mais depuis 2012, tous les acteurs s'accordent pour dire que ce code électoral est conflictogène. Même l'Elections Cameroun, dans son rapport de 2018 que vous avez lu, indique qu'il y a des réformes qu'il faut faire. Alors, le camp d'en face, le parti au pouvoir, semble jouer la sourde oreille. La conséquence, c'est justement ça, c'est que même les modifications basiques qu'on aurait pu faire pour se mettre à jour par rapport au code des impôts, on ne l'a pas fait. On se retrouve aujourd'hui avec deux textes contradictoires. Le code qui prévoit le code des impôts, qui parle d'attestation de non-redevance, alors que le code électoral indique certificat d'imposition, de non-imposition. Ces manquements-là, ajoutés à d'autres, vont contribuer. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut se mettre dans l'esprit de la loi quand le législateur demande au candidat à une élection de produire un certificat d'imposition ou de non-imposition? Quel peut être justement l'esprit derrière? Parce qu'il faut rappeler que le certificat de non-imposition n'est délivré qu'aux handicapés. Oui. Il faut bien qu'on soit d'accord. Jusqu'ici, ce certificat-là délivré qu'aux handicapés qui, pour l'avoir, devaient obtenir auprès de leur mairie, par exemple, le certificat d'indigence. Qu'on constate effectivement qu'il ne travaille pas, qu'il est handicapé et qu'il est indigent. Mais maintenant, on va distinguer. C'est assez compliqué. Il faut donc comprendre l'esprit de la loi. Est-ce que le législateur voulait que les candidats qui se présentent à une élection soient en règle avec le fisc? Si c'est ça l'esprit de la loi, j'estime que le changement avec les impôts reste la même chose. Si vous allez aux impôts, vous faites une demande d'embré, on tape votre nom dans le fichier, quand on trouve que vous n'avez rien que vous ne devez rien aux impôts, on vous délivre votre non-redevance. Et ça revient au même. Donc ça veut dire que les impôts confirment que vous ne devez rien aux impôts camerounais. Ça dépend du niveau de fair play des uns et des autres. Oui. Est-ce que le pouvoir souhaite que le jeu se déroule de façon transparente?
si vous répondez à cette question, vous aurez la réponse à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment trancher cette ambiguïté. Parce que il me semble que si le Code des impôts prévoit l'attestation de non-redevance et que le Code électoral prévoit le certificat d'imposition et de non-imposition ou de non-imposition, c'est l'élection Cameroun qui doit trancher. La loi est faite pour réguler la société. Et il faut que on la mette à jour. Lorsqu'elle n'est pas à jour, qu'on la revoit si elle peut être conflictogène. Alors, parce que, en fait, quand je pose la question de l'esprit de la loi, c'est pour qu'on comprenne. Maintenant, si le législateur, en exigeant un certificat d'imposition, voulait avoir la traçabilité des revenus des candidats, alors là, on est sur autre chose. Avec si le législateur, en disant, vous voulez être conseiller municipal, il faut qu'on sache à peu près ce que vous gagnez et comment vient votre fortune. Là, on est clairement sur autre chose. Hein. Ça veut dire que ce que le DG des impôts a fait ne résout pas le problème. On est clairement dans une crise institutionnelle de texte. Non, je pense que si le directeur général des élections lui-même dit que l'attestation de non-redevance tient lieu du certificat d'imposition et non-imposition, je pense qu'à partir de l'attestation, il peut vérifier si vous êtes à jour ou pas par rapport à votre situation fiscale. D'accord. Oui, Dominique Audrey. Si nous, sur ce plateau, on se pose autant de questions n'étant pas candidat, je me demande comment est-ce que les candidats eux-mêmes se sentent. Voilà. Ils ne savent même justement pas où donner de la tête. C'est le problème donc que j'ai tous les jours avec les personnes qui gèrent certaines administrations. Ils doivent communiquer, expliquer aux différents candidats quelles sont les procédures à suivre, ce qu'il faut véritablement faire. Parce que si tout le monde est dans les spéculations, on a dit ça, on n'a pas dit ça, aujourd'hui on a signé un communiqué, ça a pris 5 jours, ça va prendre combien de temps pour qu'Élection Cameroun se prononce? Et après, est-ce qu'on sera dans les délais? Je n'ai pas envie de dire que je vois une manœuvre pour faire que les gens ne soient pas prêts, hein. Mais c'est plutôt à ça que ça ressemble. Parce que si aujourd'hui on dit une chose et que personne, on n'a pas le fin mot de l'ECAM, comment est-ce que les candidats vont faire? Comment? En tout cas, ce qui est certain, c'est que les candidats doivent se référer, parce qu'il y a une jurisprudence dans la matière. Élection présidentielle, le candidat Anissé Canet voit son dossier rejeté parce qu'au lieu de produire le certificat, il produit une non-redevance. Alors, on estime qu'il n'est pas... Il est à l'époque, c'est la Cour suprême qui cherchait comme Conseil constitutionnel. Voilà. On estime qu'il n'est pas, justement, qu'il n'a pas la pièce qu'il faut. Alors, lui, il fait un recours et la Cour suprême donne raison en disant que non, c'est la même chose. On estime que si tu as une attestation de non-redevance, forcément, tu es dans le registre de quelqu'un qui a d'imposition. Donc, vous voyez, il va falloir que, justement, on voit ce que va dire le Conseil constitutionnel cette fois-là, avec les recours qui vont arriver, ou est-ce que l'ECAM va simplement acter que, au lieu de créer cette polémique qu'on a actuellement au sein des antennes communales et l'ECAM, on passe clairement à autre chose. Je rappelle encore que, jusqu'ici, ce que vous appelez non-redevance était l'une des pièces qui permettait d'avoir le certificat. Je dis bien que jusqu'ici, ce qu'on appelle non-redevance était une des pièces qui permettait d'avoir le certificat. Maintenant, on estime qu'avoir juste cette non-redevance, là, ça suffit. Donc, il faut qu'on s'entende. Donc, c'est ça le problème. Et malheureusement, comme on le disait encore hier ici, on a des gens qui sont censés travailler, être en cohésion de l'action gouvernementale. Des personnes prennent des lois, font des changements, annulent des choses, mais on ne va pas dans la constitution, dans le code électoral pour faire évoluer tout cela. Malheureusement, c'est le Cameroun tel qu'il se porte. On espère que le DG des impôts qui a pris hier cette décision et qui a dit qu'il ne faut que la demande manuscrite pour obtenir cette non-redevance-là, l'autre là aussi, ça sera respecté. J'aimerais quand même qu'on dise un petit mot sur les certificats de domicile. Il faut rappeler que c'est aussi l'un des points qui achoppe. Ce matin encore, nous étions au téléphone avec Monsieur Foguet du MRC, et il nous signalait que à travers le territoire, vous avez les 2 régions où ils ont tous les problèmes du monde parce qu'il y a des tracasseries, par exemple de l'extrême nord et de la région du sud. Alors, il faut peut-être signaler qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de monter des mouvements. Ils estiment que dès lundi, ils vont, si rien ne bouge, aller prendre l'assaut, c'est un terme pas violent, on veut dire qu'ils vont aller
dans les sous-préfectures pour demander au sous-préfet de faire en sorte de délivrer ces certificats de domicile. J'écoutais encore quelqu'un du RDPC qui disait il faut prendre en compte le fait que lorsqu'on a convoqué le corps électoral, il faut bien dire qu'on n'a pas augmenté les effectifs des sous-préfectures. Donc, il y a aussi un temps que ça peut prendre, mais sauf que nous sommes à 10 jours. Nous sommes à 10 jours de la fermeture de ce délai-là. Donc, c'est assez compliqué. Donald. Oui, vous savez, quelqu'un disait tout à l'heure en off que le pouvoir trouve toujours des moyens de mettre des obstacles. Aucune élection, à partir, j'ai l'impression que depuis 2018, les élections ne seront plus comme avant. Les Camerounais sont de plus en plus intéressés par les questions électorales, veulent de plus en plus participer, veulent s'inscrire. Et cet engouement, l'un des éléments qui favorise la fraude électorale et la persistance du régime, c'est le désintérêt des citoyens pour la chose politique. À partir du moment où les citoyens rentrent dans le champ politique, le pouvoir peut se sentir menacé. Et dans les conditions actuelles, avec l'engouement, l'enthousiasme, l'effervescence qu'on voit dans la classe politique, de l'opposition notamment, le pouvoir peut chercher des moyens de diriger des obstacles. Je pense que ce sont des attitudes comme celle-là qui vont créer d'autres frustrations et alimenter des tensions dont nous n'avons pas besoin, surtout pas en ce moment. Bon. On imagine mal qu'on en arrive là. En tout cas, on va rester vigilant par rapport à cette situation parce que on sera à lundi surprochain au soir à 23h59 pour se rendre compte pour voir si les uns et les autres ont oui ou non déposé leur dossier de candidature. Je rappelle que dans beaucoup de partis politiques, rien n'est encore établi. C'est encore l'autre chose qui est encore plus grave, c'est que il y a beaucoup de partis où les gens n'ont pas encore été formellement investis. Donc là, on est en train d'aller très vite en besogne. Il y a le MRC qui annonce la liste définitive de ces investitures mercredi prochain. On a le RDPC, ils attendent encore ce matin, ils attendent encore que Yaoundé puisse dire qui sera dans les listes à Douala ou partout au Cameroun. On a le SDF qui a annoncé que des personnes qui étaient déjà investies en 2013 vont seulement être conduits. Mais vous avez également d'autres personnes qui n'étaient pas investies en 2013, qui veulent eux aussi avoir voix au chapitre et qui attendent évidemment leur part, qui ont commencé à faire le dossier en attendant de voir s'ils sont investis ou pas sur ce qu'ils vont faire. Donc il y a des partis politiques qui sont encore en attente de voir ce qui va se passer. Donc, toutes ces choses-là sont importantes à signaler ce matin parce que je dois vous dire que actuellement il y a beaucoup de polémiques. Mais s'il fallait dire quelque chose pour terminer ce matin sur ce sujet, c'est que au-delà de ces pièces qu'on produit, je voudrais quand même signaler qu'il y a un autre élément, article 181 du Code électoral, qui parle de la composante sociologique et de l'approche genre pour les listes. Il me semble que les gens ne veulent pas trop en parler, mais ça pourrait être aussi là un levier que le pouvoir pourrait utiliser pour disqualifier les listes de l'opposition, parce que dans beaucoup de communes, et Douala et Yaoundé sont celles qui aujourd'hui font l'objet de beaucoup d'appétit, du moins sur le plan des origines ethniques des uns et des autres, parce que c'est malheureux quand on parle de composante ethnique, beaucoup estiment qu'on doit s'arrêter qu'aux tribus, mais rappelons que composante sociologique, beaucoup pensent qu'il ne faut que ça s'arrête à l'ethnie, alors qu'il y a également la question de genre, les jeunes, les vieux, le genre, il y a les jeunes, les vieux, les handicapés, les religions, on doit également tenir compte des religions dans ces listes-là. Alors, beaucoup estiment que jusqu'ici, depuis que ces choses-là ont commencé, il n'y a pas encore eu de liste rejetée sur la base du non-respect de la composition sociologique. Mais on ne sait jamais, il faut que les gens fassent très très gaffe par rapport à cette situation. Ça pourrait être, on va le dire comme ça, un motif de rejet des listes d'ici le 26 novembre prochain. Alors, Karine, on va poursuivre. Oui, le dernier sujet, on va parler ce matin des sœurs siamoises Bissi et Eyenga qui ont été opérées avec succès à Lyon en France ce mercredi 13 novembre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Civil de Bran. Il s'agit des deux filles nées unies au niveau du foie et de la base du thorax. Elles ont été séparées au cours d'une opération qui aura duré 5 heures.
on va dire happy end pour cette situation parce que ça fait l'objet, on va dire, de beaucoup de tweets, de posts sur Internet. Et là, peut-être aussi c'est l'occasion de saluer l'action des réseaux sociaux parce que c'est vraiment à partir des réseaux sociaux que cette affaire a été, comme vous le savez, médiatisée. Il y a des journalistes comme Olive Atangana qui a porté ce combat-là au tout début. Chaque fois, elle essayait de faire en sorte que les gens contribuent pour qu'il y ait les moyens nécessaires pour évacuer ces enfants-là à Lyon, en France. Voilà, donc Donald, on va dire quoi, happy end, même si il y a une polémique qui est née juste après cette réussite. On estime que les médias, et Olive en première, elle estime que les médias traditionnels, les télés, n'ont pas suffisamment porté ce combat. Bon, moi je salue l'action de ce médecin camerounais qui a opéré, qui a séparé les Siamois. Je crois qu'ils ont été pris en charge dans un premier temps à l'hôpital gynéco à Yaoundé. Et puis le plateau technique n'était pas à la mesure de ce qu'il fallait faire comme travail. Ils ont été évacués à Lyon, en France. Il faut saluer ça, mais également c'est l'occasion d'interpeller nos autorités sur notre plateau technique. Voilà 2 dignes Camerounais qu'on aurait pu perdre parce qu'on n'a pas un plateau technique à la mesure des affections ou des problèmes de santé qu'on peut avoir au Cameroun. C'est un happy end, évidemment. Happy end, mais bon, c'est vrai que les grandes questions en réalité qui sont posées, comme vous l'avez dit, par rapport à notre arsenal en termes de technique, mais il y a aussi que il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé en termes de moyens. Ça veut dire que il a fallu attendre les contributions pour que finalement il y ait l'argent nécessaire pour faire évacuer ces enfants. Les petites grandissent. Oui. On aurait pu gérer ça très tôt. Je n'ai pas vu le ministère de la Santé publique prendre ce problème à bras le corps. Dans des pays sérieux, lorsqu'il y a une question comme celle-là, les questions de vie, le ministère de la Santé publique prend les devants. Et aux avant-postes, il me semble que l'évacuation a beaucoup traîné, plusieurs semaines à Yaoundé, avant que, par la force des réseaux sociaux et des médias, que la question soit médiatisée et que ça fasse le tour du monde. Elles ont été séparées à Lyon. Hein. À Lyon, en France. Oui, séparées à Lyon. Chalamel. On va dire quoi, monsieur Fofosi? On va dire que c'est bien. On ne va être que content. C'est tout. C'est-à-dire? Comme je vous dis, on va être que content. Vous voulez qu'on dise encore quoi? Non, mais... Lyon parle au Cameroun. Nous avons des médecins qui pouvaient se lever, des médecins qui pouvaient, à partir de cet instant, démontrer et faire pression au niveau du ministère de la Santé en termes de plateau technique, demander, réclamer un plateau technique pour des formations de référence. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui allaient se faire. Mais hélas, on ne peut qu'apprécier. On ne peut qu'apprécier, tirer un coup de chapeau à cette maman qui s'est battue, à tous ces Camerounais et Camerounaises qui, de près ou de loin, se sont investis dans cette action pour que ces enfants puissent être séparés. Attendons juste de voir, M. Rifo aussi. Non, mais est-ce que vous avez le sentiment, parce que on parle de happy end, mais ça a été un combat terrible, on ne peut pas effacer ça comme ça, on peut l'effacer simplement et dire que oui, happy end, on ne dit plus rien, voilà, c'est bon, c'est livré, c'est bon, on s'arrête là. Il y a des cas qui vont arriver dans les années à venir. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on a réussi à gérer le cas de Bello, Amadou Bello, cet enfant dont on a torturé, on a pratiquement amputé, il a des douleurs, est-ce qu'on a pu gérer son cas? Est-ce qu'on a pu trancher? Là maintenant vous voulez que les gens s'énervent, monsieur Rifo. On dit que c'est happy end, acceptons que c'est happy end, c'est leur chance pour eux, c'est une chance pour eux, mais nous avons de nombreuses personnes dans nos formations sanitaires qui souffrent, qui meurent, monsieur Rifo, pousser à petit feu, et dont on a peut-être la possibilité de procéder à une évacuation pour leur sauver la vie, on ne parvient pas. Voilà le cas d'Amadou Bello. L'enfant, on s'est battu à le trouver, je ne sais pas moi, vous appelez ça quoi? Les chaises roulantes, mais ça ne va véritablement pas avec les douleurs, l'amputation. On parlait d'une gangrène, il faut encore réopérer. Donc, vous voyez jusqu'où on se retrouve dans un pays, alors qu'il peut rentrer dans ses droits. Juste ça, simplement les indemnisations. Ça, lorsqu'on va le dédommager, ça pourrait lui permettre de se prendre en charge. Mais là, ça traîne. Voilà des enfants, ils ont réussi. On tire un coup de chapeau à ces médecins. Aux Français? Oui, aux Français, oui. Ça dit qu'on tire un coup de chapeau à ces médecins. C'est leur domaine. Ils ont des plateaux techniques adaptés pour ça. Nous, on n'en a pas.
Donc, à moins de choses, il faut qu'on se réfère à eux. On supplie dans les réseaux sociaux, on tape les mains, les bonnes volontés, les gens cotisent par les via numériques, on envoie de l'argent. C'est la méthode par excellence qu'on a choisie pour soigner nos cas urgents au Cameroun. J'ai posé une question, Donald Brice n'a pas voulu répondre, je vous la pose à vous. Il y a Olive Atakana qui a porté ce projet. Elle estime que les médias traditionnels comme la télévision, la radio, n'ont pas suffisamment porté cette affaire. Les médias qu'elle a choisi, ça a porté. Et on a vu. Elle se plaint encore pourquoi? Dominique Audrey. Non mais... Ok, d'accord. Mais bon, les médias qu'elle a choisi, ça a porté. On voit là où c'est là, et ça attend encore. Oui, mais ça a pris beaucoup de temps quand même. Hein. Il faut rappeler que ça a pris beaucoup de temps. Il y a que les médias traditionnels ont aussi des cas sous les mains. Monsieur Eric Poussi, il faut dire des choses. Les médias traditionnels, et en l'occurrence Equinox, chaque jour présentent des cas suffisamment aggravants. Ces médias qu'elle a choisis de épauler aussi les cas qu'Equinox présente. Chaque jour, on a des cas, des situations même parfois très alarmantes. Vous restez devant la télé, vous pleurez, monsieur Rifopoussi. Vous restez, vous pleurez parce qu'il y a des situations. Chaque jeudi, il y a des cas qu'on présente. Chaque jour. Là, il ne se plaît pas. Parce que c'est son cas, monsieur Rifopoussi. Il faut qu'il crie sur tous les toits. Oui, franchement. Dominique Audrey, oui. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, je lui ai dit que ce procès-là, on peut le faire à toutes les télés au Cameroun, à toutes les radios, sauf à Equinox. Et je lui ai dit que c'est pas possible d'égratigner autant les journaux et les radios, les télés, lorsqu'on sait ce qu'Equinox fait à travers Regard Social, à travers tout ce qu'on a fait en termes de cas, sauver les personnes en situation d'indigence. Il y en a. Mais que pour les cas, on en a. En l'espace de quelques années, s'il faut faire le round-up, il faut voir. Et quand on finit, on fait le round-up, vous voyez qu'on n'a même pas fini de traiter tous les cas de l'année dernière. Donc, il y a les cas sous la main. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que c'est aussi parce qu'on estime que les enfants siamois, il n'y a pas beaucoup d'urgence? Ça peut aussi être que les Camerounais ne savent pas très bien les risques que l'on a lorsqu'on est siamois. Non, et ce serait certainement attendu à ce qu'on fasse des reportages pareils. Mais est-ce qu'elle est venue ici et on n'a pas diffusé? Peut-être à ça, moi, j'ai pas de réponse. Le cas de ces enfants, mon cœur s'emballe, monsieur Fopoussi. Mon cœur s'emballe parce que je suis en colère. Je ne suis pas en colère parce que ces enfants ont été sauvés, mais je suis en colère parce qu'il a fallu que ce soit sur Facebook, que ça prenne du temps pour qu'on puisse avoir de l'argent pour soigner ces enfants-là. Étant entendu que tous les jours, on fait des évacuations sanitaires pour des gens qui nous ont volés. On prend l'argent, on ajoute sur l'argent de ces voleurs-là, des gens qui sont même déjà partants, et on laisse des enfants mourir. Le ministère en charge des affaires sociales ne dit rien. On tape un médecin à l'hôpital. Là, le ministre de la Santé sort, il parle, mais le cas de ces enfants sur la toile, personne ne dit rien, ça ne dérange personne. C'est honteux pour un pays comme le nôtre, que ce soit les 500 francs, les 500 qu'on donne, alors que cette femme, elle aurait pu envoyer ses enfants qu'on les soigne sans qu'on ne paye même le déplacement de la délégation. Quand on sait que les ministres emprisonnés, qu'on évacue tous les jours, on paye des délégations, on paye l'hôtel, on paye machin, on paye ceci et tout ça. Je suis sûre que l'opération de ces enfants n'a pas été aussi coûteuse que les évacuations sanitaires de ces voleurs-là. Je suis sûre que ce n'est pas le cas. Il faudrait vraiment que ça change, que ça change. Que ça change. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main. Auquel cas, on va les gérer comme les populations du Nord qui ont chassé les tracteurs. Et on va s'occuper de nos frères. Les Caterpillars. Oui, les Caterpillars. On va s'occuper de nos frères entre nous. Quand quelqu'un aura un problème, on va cotiser et on fera abstraction de ce gouvernement-là qui nous abandonne. Pourtant, c'est leur travail. Ça fait quand même très longtemps que les Camerounais ont compris que le gouvernement ne fera plus rien pour eux. Hein, parce que vous voyez, même dans les cas qui passent à Regard Social, c'est véritablement seulement les Camerounais. Moi, je n'ai pas encore vu le gouvernement venir dire non, ce cas est très grave, il faut que nous-mêmes nous le prenions en charge. Non. Il faudrait donc être prisonnier pour qu'on vous évacue. On va donc tous aller en prison maintenant pour qu'on vous évacue. Oui, Donald. Oui, je reviens sur la nécessité de renforcer notre plateau technique parce que d'après les informations que j'ai pu recevoir, la séparation a coûté 40 millions de francs CFA. Oui. Sans compter les frais d'évacuation. L'évacuation est coûteuse. Voilà. Je parle de frais
de la prise en charge financière pour les vacations. Vous voyez que c'est extrêmement coûteux pour, à la fois pour la famille et l'État du Cameroun. Combien de familles sont capables de débourser 40 millions de francs CFA pour une opération comme celle-là? Il n'y en a presque pas, donc presque pour Cameroun, sinon d'une certaine classe sociale. Donc il faut renforcer notre plateau technique pour assurer la prise en charge de ce type de cas au niveau local. J'apprends également des sources médicales qu'il y a un suivi qu'il faut, un suivi psychosocial pour la famille. Il y a des questions de greffe. Et ça demande, tout cela demande l'accompagnement de la famille pour le suivi de ses enfants. Ça signifie que tout n'est pas encore terminé. Oui, greffe parce que, évidemment, il me semble qu'ils partageaient le foie. Le foie. Oui, ils partageaient le foie. Et le thorax. Donc, il faut trouver le moyen de leur compenser. faire... Oui, mais je pense aussi que c'est intéressant de signaler que les enfants siamois, c'est une notion qui est quand même nouvelle pour les Camerounais. Je veux dire que les Camerounais, c'est une affaire qu'on... Ils ne sont pas habitués à ce type. Oui, qu'on a parfois écouté. Les enfants qui étaient nés avec la tête, oui. La tête collée, voilà. On en a quand même connu. Oui, mais sauf que les gens n'ont pas le sentiment que c'est très grave et qu'il faut justement cotiser. Mais c'est pas... et je pense que c'est ce changement de paradigme, changement paradigmal que nous devons avoir sur des cas comme ça et donc de se lever comme un seul homme pour assurer notre part. Oui. 50 ans plus tard, on est encore à se demander comment faire pour soigner le paludisme. Vous pensez que moi, je n'ai pas soigné mon paludisme, je veux commencer à réfléchir sur le siamois. Mais vraiment, monsieur Difo-Boussi, on demande des choses basiques. Donnez d'abord les choses basiques. Donnez les choses basiques. Vous allez à l'hôpital pour vous faire hospitaliser. Le gars de malade rentre plus malade que le malade, monsieur Difo-Boussi. D'accord. Dans le fond aussi, Eric, ce serait une omission grave que de ne pas le dire. Ça soulève aussi la question de l'accès du grand nombre aux soins de santé. Et là, on convoque la fameuse couverture santé universelle qui est attendue mais qui n'est jamais arrivée. Voilà, il me semble qu'il y a eu une réunion tout récemment. Oh, beaucoup de réunions. On a voilà. C'est le dépense. Ok, merci. On s'arrête là. Je rappelle que le ministre de la Santé, Monsieur Manaouda Malachi, s'est fendu également d'un tweet pour célébrer justement cette séparation des jumelles. Et son ministère a fait quoi pour ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, il a salué la prouesse des médecins lyonnais, des Français de Lyon. Voilà. C'est embarrassant. Je crois que dans le processus, le ministère de la Santé publique a intervenu dans les vacations sanitaires. Tout à fait. Mais après moult tractations, ça a été un vrai parcours. Environ un mois d'attente. De combattants, bien sûr, parce que le dossier a beaucoup tardé au ministère. Les bureaux, il y a trop de complications. Je me rappelle encore quand Olive Atangana, à qui on rend hommage ce matin, se plaignait sur Twitter que le dossier est arrivé à tel niveau. Dans 2 semaines, ça pourra se débloquer. 2 semaines après, on se rend compte que rien n'est débloqué. On attend un temps interminable et tout. Donc, heureusement que finalement, happy end pour cette situation. Alors, merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer au plateau B et retrouver l'événement NMF. À tout de suite. Et donc, pour en parler, Bonte est avec nous sur le plateau, responsable de la communication de ce festival. Bonjour. Bonjour. Voilà, quelles sont les dernières informations? Qu'est-ce qu'on doit savoir ce matin pour cet événement? D'accord, comme vous l'avez déjà vu, l'Onjefobi Music Festival, c'est un festival de musique qui a été lancé cette année. Ça part mensuellement. Ça dit que chaque mois, nous allons avoir les grands concerts, chaque mois, de novembre jusqu'à l'année prochaine. Et nous allons avoir les stars renom africains et camerounais. Donc, pour cette édition, nous avons Diamond Platinum, nous avons Stanley Enon, nous avons Blanche Bailey qui vont animer la salle. Parce que nous avons 2 dates, le 22 et le 23 novembre, à Las Vegas VIP et au Paradis VIP à Aqua. Donc, c'est le grand lancement. Et puis, ce qu'on doit encore savoir, c'est que le Ndjefobi Music Festival, c'est pas seulement des concerts géants, mais c'est aussi des séances et aussi des ateliers où on apprend aux artistes en herbe comment promouvoir leur musique, comment arriver à un certain niveau de renom national et international, comme les artistes qui sont sur les affiches. Et aussi ça, nous avons les nuits découvertes où on découvre les artistes en herbe qui veulent arriver à un certain niveau de leur musique. Comme hier, nous avons eu la première nuit avec 14 artistes en herbe qui sont venus choquer ce qu'ils peuvent
montré au public et tout ça. Nous avons eu Minx qui était là comme expert de la musique. Nous avons eu H4Live, nous avons eu Dexy, nous avons eu Tony Nobody. Donc ces experts-ci sont venus voir comment diriger ces artistes et nous avons choisi 6 artistes qui vont prester avec Diamond le 22 et le 23 novembre à Las Vegas et au Paradis VIP à quoi. J4B, pourquoi Donc J4B c'est une entreprise qui fait dans les événements, qui fait dans le club live. Ils ont les snacks. Donc le Las Vegas c'est la plus grande salle de fête à Douala. On peut même dire dans le littoral parce que déjà? Oui, exactement. Oui. Parce que la salle prend 2000 places. 2000 places est confortable. Donc tout le monde qui vient à Las Vegas est toujours confortable. Et puis c'est en partenariat avec Alabash Music qui est une agence de communication. Les dates, c'est quand vous Le avez 22 novembre à Las Vegas VIP et le 23 novembre au Paradis, à côté du Papa Poulet. D'accord. En tout cas, merci infiniment à vous d'être venu pour en parler sur ce plateau ce matin. Ok, merci aussi, monsieur Eric. Voilà. Voilà, bonté avec nous ce matin sur Equinox Télévision, madame, monsieur. Mais oui, cet événement-là, il ne faut pas le louper. On va tout de suite prendre interpellation pour ce matin et ensuite commentaire. Well, I want to say that when there is no peace in any area, there cannot be no progress. So what we need in this country is that let Cameroonians go down on the knee and pray and ask the mercy of God. We are living on an even foundation, and that foundation can only be built when we have peace. For peace to reign in this country, first they have to remove all those people that have been locked in Yaoundé. That is one. They should remove Seseko Ayub Tabe. They should remove all those detainees Anglophone, and when they remove all those people, then peace will reign. Those people that they make dialogue with them, are they the people having arms? They get to make dialogue with those who are having arms, as they make in Rwanda. In Rwanda, they had ceasefire with the rebels. So they get to make dialogue with people who are having arms. My solution is that you remove Seseko Ayub Tabe and Co. and all those people that they have lost because of march for come to me, they move all that people them. And then they come and sit with the table, will come to, and then they make another dialogue to bring out, to find a solution for this situation. If they cannot do it, they will merely waste their time. Voilà, on va dire que le compatriote s'est exprimé. Alors, juste un mot, 30 secondes là, Donald Brice. Je pense que le compatriote demande que l'on libère des figures importantes de la crise anglophone si on veut vraiment mettre fin à cette crise. Lorsqu'il revient sur le dialogue, ça rappelle les insatisfactions qu'il y a autour des récentes assises de Yaoundé. De nombreux acteurs s'accordent pour dire que tout processus de dialogue qui n'inclut pas les figures majeures de la crise anglophone, Seseko Ayub Tabe, Mathieu Bissi qui sont encore incarcérés à Yaoundé, tout processus qui n'inclut pas la libération de ces figures-là qui ont montré chacun de sa façon des volontés de prendre part, de participer au processus de retour à la paix. Tout processus qui n'inclut pas ces figures-là, d'emblée voit l'échec. Je pense également que le pouvoir a la pire crise de son histoire. Je parle notamment du chef de l'État camerounais qui connaît très bien les ressorts de la crise anglophone puisque, on le rappelle souvent, il a été en 1979 président d'une commission ad hoc comprenant pour les figures qui sont encore en cours, Dorothy Ndioma, Aboué Mathieu, membre d'une commission ad hoc envoyée à l'époque par le chef d'État de l'époque, Amadou Ahidjo, dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, pour recueillir leurs frustrations et apporter des solutions. Je pense que s'il souhaite avoir une sortie honorable et respectable, il devrait pouvoir mettre fin à cette tension sociopolitique. Ça demande du courage politique, une bonne dose de volonté également. D'accord. Merci donc Donald Brice. On va, madame, monsieur, tout de suite basculer au plateau B pour recevoir docteur Kel Baba. Il est cardiologue de la Fondation camerounaise du cœur. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit évidemment retenir ce matin?
Ce matin, je suis là pour l'événement de la Fondation Camerounaise du Cœur. C'est la 14e semaine du Cœur, sous le patronage de la Première Dame et de la Fondation du Cœur dirigée par le professeur Daniel Lemogoum. Nous avons organisé une série de dépistages dans l'ensemble du pays qui ont été lancés à Moyomessala dimanche dernier, où nous avons pu recruter près de 2500 personnes à 3500 pour un dépistage des maladies cardiovasculaires. Et les dépistages continuent dans tout l'ensemble du territoire. Et actuellement, la semaine va se terminer ce dimanche par un ensemble d'événements tels que la marche et le Cœur Party Dancing qui aura lieu au Parcours Vita et de Douala et de Yaoundé simultanément ce 17. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation Camerounaise du Cœur essaie de faire tout pour que les maladies cardiovasculaires reculent et on le fait avec les moyens que nous avons. Et il faut savoir aujourd'hui que si vous avez une petite douleur cardiovasculaire, une douleur au niveau de la poitrine, une douleur très très forte, il est mieux d'aller consulter dans un hôpital où on pourra vous produire un petit ECG et on pourra facilement diagnostiquer. C'est quoi le ECG? Un ECG, c'est un électrocardiogramme, voilà. C'est un examen effectué et qu'un cardiologue interprète facilement et il peut détecter si vous avez fait une crise cardiaque. Voilà. D'accord. Et donc, vous invitez ainsi le public à se rendre massivement. Quelles sont les informations pratiques les informations ceux qui le regardent doivent avoir aujourd'hui? Les informations pratiques sont très simples. Nous avons actuellement ici à Douala 2 zones de dépistage, à savoir la Fondation du Cœur qui se trouve ici à Bonacqua, moi juste en face cadeau, et au niveau de la province à Bonanjo où on dépiste aussi. Donc ce dimanche, on invite toutes les populations à venir faire ce Cœur Party Dancing qui est la 2e édition. C'est une innovation de la Fondation du Cœur. Donc on va danser. Vous savez, il faut bouger, c'est très important. Les sports les plus conseillés sont la marche, la danse, le vélo et la natation. Ils sont très complets et le cœur aime beaucoup bouger. Si vous ne bougez pas, vous allez aller dans des petits problèmes cardiovasculaires tels que l'obésité, l'hypertension, le diabète et beaucoup d'autres complications, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc pour éviter ces facteurs de risque cardiovasculaire, il faut un peu danser. Et on vous invite tous ce dimanche dans les 2 parcours Vita respectifs de Douala et Yaoundé. C'est gratuit, vous dites? Oui, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Donc il faut il faut également le savoir. Est-ce qu'il y a des contacts qu'il faut utiles ou pas du tout? On n'a pas besoin de contacts nécessaires. Vous venez juste à la fondation ici à Bonacqua, moi. Si vous avez besoin de vous faire défiler, ou vous allez tout simplement à Bonanjo à la place gouverneur. Et vous nous retrouvez tout simplement ce dimanche. D'accord. Merci à vous, docteur Kelbaba, cardiologue. Merci beaucoup. Fondation Camerounaise du Cœur, j'ai envie de préciser ce matin, madame, messieurs, voilà qui est fait, voilà qui est dit, voilà qui est livré. Alors restez avec nous sur Equinox puisque nos programmes vont s'enchaîner au courant de la journée. On va se retrouver lundi prochain lorsqu'il sera 10h. On va remercier nos équipes techniques sur place ici avec nous en plateau. Emmanuel Wapi, Cédric Chouna, Carlos Minoué, mais également Mitterrand Dame et toutes les équipes ici, évidemment, techniques et commerciales. Madame, monsieur, restez donc sur Equinox. On se retrouve lundi 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.